À l'extrémité ouest de l'Atlantique, un immense paquebot de luxe navigue vers New York dans un épais brouillard, à travers une voie maritime très fréquentée. Un navire est détecté au radar, en approche de l'avant, mais il devrait en se croiser avec une distance d'1 demi-mille entre eux. Un veilleur est à la proue, en alerte pour apercevoir le navire à travers le brouillard, mais lorsque les lumières apparaissent clairement, il se dirige droit sur eux. Le capitaine ordonne de mettre la barre tout à bâbord pour éviter la collision, mais il est trop tard. Ce qui se passe ensuite laisse tout le monde perplexe, de nombreuses familles le cœur brisé et une jeune fille qualifiée de miraculée. À 8h00 le 17 juillet 1956, les 277 premiers passagers commencent à embarquer à bord du SS Andrea Doria à Gênes, en Italie. L'Andrea Doria est un paquebot de luxe appartenant à la compagnie italienne, et il est largement considéré comme un navire magnifique et luxueux. Il y a 3 classes de passagers distinctes, chacune avec ses propres salles à manger, salons, promenades, espaces sur le pont et piscine. Des peintures, statues et frises en céramique décorent les espaces sociaux, la nourriture étant servie sur porcelaine fine avec des couverts en argent. Le navire est d'une taille impressionnante avec une longueur de 214 mètres, une largeur de 27 mètres et un tirant d'eau de 9 mètres sous la ligne de flottaison. Avec 10 ponts, c'est le plus grand navire italien de son époque. Le navire est propulsé par des turbines à vapeur reliées à 2 hélices. Cela permet au paquebot d'atteindre une vitesse maximale de 26 nœuds et une vitesse de croisière 23 nœuds. Peu après 11 heures, sous le commandement du capitaine Piero Calamé, le navire commence son voyage depuis Gênes. Ce sera le 52e voyage vers l'ouest pour l'Andrea Doria, naviguant de Gênes à New York au cours des 3 dernières années. En milieu d'après-midi le même jour, 48 passagers embarquent à Cannes, sur la côte d'Azur. Le paquebot met ensuite le cap au sud-est vers Naples, dans le sud de l'Italie, à 400 milles nautiques de là. 744 passagers montent à bord à Naples le lendemain matin. 2 jours plus tard, le paquebot fait une dernière escale à Gibraltar pour embarquer les 56 derniers passagers. Au total, 1134 passagers feront le voyage avec un équipage de 572 personnes, ce qui fait un total de 1706 personnes qui partent pour la traversée transatlantique de l'Andrea Doria. Le navire traverse l'Atlantique à bonne allure au cours des 8 jours suivants. Les passagers profitent des installations du navire et du temps doux de l'été, tout en réfléchissant à ce qui les attend aux États-Unis d'Amérique. Certains s'y rendent pour commencer une nouvelle vie. Le 25 juillet, alors que l'heure approche de midi, l'Andrea Doria se trouve à l'extrême ouest de l'Atlantique, en direction de l'île de Nantucket. L'île de Nantucket marque l'arrivée dans la zone côtière à l'approche de New York, et la dernière étape du voyage de l'Andrea Doria. Dans le port de New York, le paquebot à moteur Stockholm s'apprête à entamer sa 103e traversée de l'Atlantique vers l'est, en direction de son port d'attache, Göteborg, en Suède. Le Stockholm, exploité par la Swedish American Line, est le 4e paquebot de la compagnie nommée ainsi. Construit et immatriculé dans le port de Göteborg en 1946, le navire mesure 160 mètres de long, avec une largeur de 21 mètres et un tirant d'eau de 8 mètres 100. Bien que de taille respectable, le Stockholm est alors le plus petit paquebot de passagers sur l'Atlantique Nord. Parce que la route qu'il emprunte entre New York et Göteborg le mène très près de la zone arctique, le navire est équipé d'une proue renforcée pour briser la glace. Le Stockholm quitte le port de New York juste avant midi sous le commandement du capitaine Harry Gunnar Nordensen, appareillant à pleine capacité avec 534 passagers et un équipage de 208 personnes. Le navire fait bonne route alors qu'il navigue vers les eaux ouvertes de l'Atlantique en passant au large de l'île de Nantucket. À 20h30, le 3e officier, Johan Carstens, prend la relève de la veille sur le Stockholm. C'est un jour clé pour le 3e officier Carstens. C'est un jeune officier de 26 ans, et c'est la première fois qu'il se retrouve seul sur la passerelle du navire avec l'entière responsabilité de sa sécurité. Il a supervisé le chargement des bagages et l'embarquement des passagers depuis 6 heures du matin. Lorsque Carstens prend le commandement, le Stockholm navigue sous un ciel dégagé, à près de sa vitesse maximale, soit environ 18 nœuds. Il estime que la visibilité est d'environ 6000 nautiques. Pendant ce temps, l'Andrea Doria poursuit son voyage en direction du port de New York. Il se rapproche du bateau-phare des banques de Nantucket, qui se trouve à un peu plus de 45 milles au sud-est de l'île de Nantucket. Le bateau-phare des bancs de Nantucket est comme un phare flottant qui signale une zone dangereuse d'eau peu profonde.
L'Andrea Doria est enveloppée dans le brouillard depuis environ 5h30. Les eaux de l'Atlantique Nord autour de l'île de Nantucket sont souvent sujettes au brouillard. Les courants froids de la mer du Labrador rencontrent le chaud Gulf Stream, créant les conditions idéales pour que le brouillard s'installe au-dessus de l'eau. Les marins expérimentés savent qu'il faut se méfier du brouillard dans ces eaux peu profondes. L'officier de quart sur la passerelle de l'Andrea Doria est le second officier principal, Curcio Franchini. Il est assisté par le troisième officier, Eugenio Giannini, qui surveille le radar, tandis que le capitaine Piero Calamai supervise le navire dans le brouillard. Calamai a ordonné de faire retentir la sirène de brume du navire 6 secondes toutes les 100 secondes. Il a placé un veilleur à la proue avec un contact téléphonique avec la passerelle et il a ordonné que toutes les portes étanches du navire soient non fermées. Il a également réduit la vitesse de l'Andrea Doria, mais seulement de façon symbolique, passant de 23 à 21,8 nœuds. La route d'arrivée de l'Andrea Doria depuis l'Atlantique, juste au sud du bateau-phare de Nantucket, est la route ouest habituelle pour les navires de ce type. La zone de l'Atlantique près de Nantucket connaît un trafic maritime intense et est surnommée le Times Square de l'Atlantique. Des accords officiels séparent les navires allant vers l'est ou l'ouest, mais ce n'est qu'en 1966 que l'Organisation maritime internationale a introduit des dispositifs de séparation du trafic, fonctionnant comme des autoroutes dans les zones maritimes fréquentées. Mais nous sommes en 1956 et même s'il existe des accords, ils ne sont pas strictement appliqués. Normalement, les navires allant vers l'ouest suivent le même trajet que celui de l'Andrea Doria, et les navires allant vers l'est naviguent 20 milles plus au sud. Le Stockholm suit généralement une route vers l'est, passant au sud du bateau-phare de Nantucket, sur la trajectoire des navires vers l'ouest. Cet itinéraire fait gagner du temps, et le capitaine Nordensen sur le Stockholm l'a repris aujourd'hui. Vers 21h, Nordensen monte sur la passerelle pour une dernière vérification du Stockholm. Le navire avance à pleine vitesse à 18,5 nœuds sur une mer calme. Une légère brise souffle du sud-ouest et la température de l'air est douce, autour de 21 degrés. On peut voir une lune presque pleine à l'avant-tribord, et la visibilité est toujours estimée à environ 6000 nautiques, avec un horizon brumeux. À partir de ce moment, les mouvements de l'Andrea Doria et du Stockholm sont enveloppés à la fois de brouillard et de controverses, avec un débat sur ce qui s'est réellement passé qui continue encore aujourd'hui. Voici comment les événements se déroulent au cours des 2 heures suivantes, selon les témoignages des membres d'équipage impliqués. Vers 21h20 sur l'Andrea Doria, Giannini repère le bateau-phare de Nantucket Shoals au radar, droit devant, à une distance d'environ 17 milles. À 21h40, Calamai ordonne de modifier le cap de l'Andrea Doria de 267 à 261 degrés, alors que le bateau-phare de Nantucket se trouve à environ 14 miles. L'intention est de passer à environ 1,5 mille au sud du bateau-phare immobile. Au même moment, Nordensen, qui se trouve toujours sur la passerelle du Stockholm, ordonne un changement de cap de 90 à 87 degrés. Cela fera également passer le Stockholm entre 1 et 2 milles au sud du bateau-phare de Nantucket. Nordensen quitte la passerelle vers 22h00 et Carstens est seul aux commandes du Stockholm. Nordensen demande qu'on le prévienne aussitôt en cas de brouillard ou d'autres conditions météo importantes. À 22h04, Carstens décide de déterminer la position du Stockholm en prenant des relèvements à partir des radiophares de Block Island et du bateau-phare de Nantucket. La position relevée montre que son navire dérive plus au nord que prévu, et à 22h10, il ordonne un changement de cap de 87 à 89 degrés pour compenser. À 22h20, l'Andrea Doria a le bateau-phare de Nantucket à environ 1 mille sur son travers tribord. Calamai ordonne un changement de cap de 261 à 268 degrés pour diriger son navire vers le bateau-phare du chenal Ambrose et l'entrée du port de New York. À 22h40, le timonier du Stockholm était remplacé. Le timonier Peder Larsson prend la relève lors du changement d'équipe et, dès qu'il prend le contrôle du navire, il semble manquer de concentration, laissant l'orientation du navire dévier de plusieurs degrés de chaque côté de la ligne de cap pendant tout le temps où il est à la barre. Juste avant 22h46, l'Andrea Doria détecte le Stockholm au radar à une distance d'environ 17 milles nautiques et à un relèvement de 4 degrés sur tribord. 7 minutes plus tard, à 22h53, le Stockholm repère l'Andrea Doria sur son radar à une distance d'environ 12 milles.
Aucun des deux navires n'établit de contact radio avec l'autre et ils continuent à naviguer sans discuter de la trajectoire qu'ils vont suivre en se croisant. Karsten décide de tracer l'Andrea Doria qui approche rapidement sur un tableau de traçage radar. Il trace son premier point à 22h56 avec l'Andrea Doria à Dix Mills et un relèvement de 2 degrés sur bâbord. Il trace un deuxième point à 23h02 avec le navire à 6000 relèvement 4 degrés sur bâbord. En reliant les deux points, il voit que le navire qui approche devrait passer sur bâbord à une distance d'environ un demi-mille. C'est plus près que ce que le capitaine Nordensen permettrait, mais ce qui l'inquiète surtout, c'est de ne pas voir les feux du navire. C'est la nuit, avec une lune brillante qui éclaire à environ 20 degrés sur l'avant tribord. La visibilité semble bonne. Carstens ne se rend pas compte qu'un épais brouillard recouvre l'eau devant le navire dans l'obscurité. Alors que le Stockholm et l'Andrea Doria s'approchent de face, le paquebot italien allant vers l'ouest est dissimulé par une nappe de brouillard invisible. Le Stockholm, en route vers l'est, va bientôt entrer dans le brouillard par l'ouest. Des marins plus expérimentés auraient sans doute reconnu la situation. J'ai l'impression que Karsten sent que quelque chose ne colle pas, mais il n'a pas encore compris quoi. Le sifflet de brume de l'Andrea Doria retentit, mais le navire avance rapidement. Kalamain a réduit la vitesse qu'à 21,8 nœuds, ce qui est encore plus rapide que la vitesse du Stockholm. Avec le Stockholm à 18 nœuds, les deux navires s'approchent l'un de l'autre à une vitesse cumulée de 40 nœuds. La seule information qu'ils ont sur la position ou la cape de l'autre est un point sur le radar. Le radar de l'Andrea Doria indique que le Stockholm se trouve à 4 degrés à tribord lorsque les navires sont séparés de 17 miles et à 14 degrés à tribord lorsqu'ils ne sont plus qu'à 5 milles l'un de l'autre. D'après ces relevés, les navires vont se croiser avec un point de rapprochement minimal à 0,84 milles nautiques. Ces relevés suggèrent que les deux navires vont se croiser tribord sur tribord. Karsten sur le Stockholm s'attend à ce que les navires se croisent bâbord sur bâbord, donc quelque chose ne colle pas. Lorsque les navires sont à une distance de 3,5 milles, Calamai ordonne un changement de cap de 4 degrés à bâbord pour augmenter la distance entre les deux navires. Il a choisi de croiser relativement près, tribord sur tribord. La convention maritime veut que lorsque deux navires se rencontrent de face, ils manœuvrent pour se croiser bâbord sur bâbord, de la même manière que l'on conduit sur le côté droit d'une autoroute. Après le changement de cap, Giannini indique que le Stockholm est à 19 degrés tribord de leur nouvelle route. Peu après, il regarde à nouveau le radar qui indique que le Stockholm se trouve à environ 1,5 milles à 32,5 degrés sur tribord. En reportant ces deux points, on obtient un nouveau rapprochement minimal pour les deux navires. Il semble que le Stockholm ait effectué un léger changement de cap au même moment et la distance entre les deux navires s'est réduite au lieu d'augmenter. D'après les nouvelles mesures, les navires devraient se croiser à une distance de 0,59 milles malgré le changement de cap de Calamai. Sur le Stockholm, Karsten suit le navire approchant sur son radar à une distance de 1,8 à 1,9 milles. Il pense qu'il passera sur bâbord, avec un relèvement maintenant à 20 degrés sur bâbord. C'est l'opposé de ce à quoi s'attend l'Andrea Doria. En suivant la trajectoire de l'Andrea Doria avec les deux relevés radar effectués plus tôt et ce nouveau relevé, Karsten s'attend maintenant à ce que l'Andrea Doria passe le Stockholm à une distance de 0,52 milles sur son côté bâbord. À 23h09, Karstens effectue son dernier relevé radar et les navires sont séparés de 1,3 milles. Il scrute l'océan et voit les lumières de l'Andrea Doria plus proches qu'il ne l'imaginait, toujours à 20 degrés sur bâbord. L'équipage de l'Andrea Doria n'a pas encore aperçu le Stockholm. Karstens décide d'ordonner un virage de 24 degrés à tribord pour élargir l'écart d'un croisement bâbord à bâbord. Une minute plus tard, à 23h10, les navires ne sont plus qu'à 0,6 milles l'un de l'autre. Le virage ordonné par Karstens est terminé. Maintenant, l'équipage de l'Andrea Doria aperçoit le Stockholm. Calamai et Giannini, à bord de l'Andrea Doria, aperçoivent une faible lueur à travers le brouillard, du côté tribord de la passerelle. Francini quitte son poste radar pour répondre à un appel téléphonique du veilleur à la proue qui signale qu'il voit des lumières à tribord. La collision est inévitable. À bord du Stockholm, Karsten se rend sur l'aileron bâbord de la passerelle et voit l'Andrea Doria montrant un feu vert de tribord. Il va bientôt croiser la proue du Stockholm en allant de gauche à droite. Karsten s'ordonne immédiatement de mettre la barre tout à tribord.
Ensuite, il court vers le télégraphe de machine pour commander la machine arrière toute, dans l'espoir de pouvoir arrêter le navire avant la collision. L'équipage de l'Andrea Doria distingue nettement les lumières du Stockholm dans le brouillard. Calamé et ses officiers voient le navire qui arrive en face montrer un feu rouge de bâbord. Le navire qui arrive vire directement sur eux. Calamé ordonne de mettre la barre tout à bâbord pour tenter d'éviter la collision. Mais il est trop tard. La collision est inévitable. 30 secondes plus tard, l'étrave renforcée brise-glace du Stockholm s'enfonce dans le flanc tribord de l'Andrea Doria, juste derrière l'aile de la passerelle. L'étrave du Stockholm pénètre la coque de l'Andrea Doria sous la ligne de flottaison, qui prend immédiatement une forte gîte sur tribord. 5 réservoirs de carburant du côté tribord se déchirent et se remplissent de tonnes d'eau de mer, accentuant encore la gîte. L'air reste piégé dans les 5 réservoirs de carburant vides du côté bâbord, les faisant flotter, ce qui accentue encore davantage la gîte sur tribord. L'Andrea Doria est divisé en 11 compartiments étanches, chacun séparé par des cloisons en acier, traversant toute la largeur du navire et s'élevant jusqu'au niveau d'un pont. Le Stockholm n'a percé qu'un seul de ces compartiments, mais il y a un problème. Le navire peut survivre à une gîte de 15 degrés. Au-delà de ce point, l'eau peut passer par-dessus les cloisons et remplir le compartiment suivant. Les réservoirs de carburant tribord inondés et les réservoirs de carburant bâbord remplis d'air provoquent une gîte à tribord de plus de 20 degrés en très peu de temps. L'Andrea Doria est condamné. Calamé se rend rapidement compte que l'Andrea Doria est en train de couler et, moins de 10 minutes après la collision, il ordonne qu'un SOS soit diffusé pour l'Andrea Doria. Calamé espérait distancer le Stockholm, donc il n'a pas réduit la vitesse du navire. La vitesse et l'élan de l'Andrea Doria arrachent 10 mètres de la proue du Stockholm. Le Stockholm est en grand danger de couler. L'eau qui inonde le compartiment avant enfonce la proue. Sur la passerelle du Stockholm, on fait preuve de présence d'esprit. Il décide de vider les réservoirs d'eau douce, ce qui procure assez de flottabilité pour remonter la proue à moins de 10 cm de son tirant d'eau normal. Une inspection rapide montre que les principaux dégâts sont limités au compartiment numéro 1. La cloison entre le premier et le deuxième compartiment, étanche, est intacte. Malgré l'état du navire, le capitaine Nordensen pense que le Stockholm est stable et qu'il n'y a aucun danger immédiat de naufrage. Il ordonne de mettre les canaux de sauvetage à l'eau avec l'équipage pour aider les passagers à quitter l'Andrea Doria et les transférer sur le Stockholm. L'Andrea Doria dispose d'un nombre suffisant de canaux de sauvetage pour évacuer tous les passagers et membres d'équipage du navire. Répartis également de chaque côté du navire, ils descendent d'un niveau jusqu'au pont promenade où embarquent les passagers en cas d'urgence. De là, ils sont descendus presque à la verticale jusqu'à l'eau. Malheureusement, la forte gîte sur tribord du navire empêche la mise à l'eau des canaux de sauvetage bâbord. La moitié des canaux de sauvetage du navire sont inutilisables et les canaux de tribord doivent être mis à l'eau avant que les passagers puissent embarquer. C'est une opération difficile. Des cordes et échelles de Jacob sont installées pour permettre aux gens de rejoindre les canaux de sauvetage. La moitié des canaux de l'Andrea Doria sont inutilisables. Faire monter les gens dans les canaux de sauvetage restants est lent et difficile. Il y a plus de 1700 personnes à bord. S'ils peuvent embarquer la moitié des passagers dans les canaux, plus de 800 personnes restent à bord. L'évacuation est assistée par les canaux de sauvetage du Stockholm, mais il faut d'urgence plus d'aide. Le Stockholm est trop petit pour accueillir tout le monde, et avec l'autre navire, il n'y a pas assez de canaux pour évacuer tous les passagers. Les progrès sont lents et l'Andrea Doria risque de couler avant l'évacuation complète. La collision a lieu dans une voie maritime très fréquentée et des navires commencent à répondre au message SOS de l'Andrea Doria. Le premier à arriver sur les lieux est le cargo Cape Ann, qui déploie ses 2 canaux de sauvetage de 40 places pour aider à transférer les passagers de l'Andrea Doria en détresse vers le Stockholm. Le prochain navire à arriver est le transporteur de la marine américaine Private William H. Thomas, sous le commandement du capitaine John Shee, qui est chargé de l'opération de sauvetage par la marine américaine. Il ordonne immédiatement à son équipage de préparer leurs 8 canaux de sauvetage. Le destroyer d'escorte de la marine américaine, USS Edward H. Allen, rejoint également l'opération de sauvetage. Les canaux de sauvetage tribord de l'Andrea Doria ont été déployés, mais jusqu'à présent beaucoup ne sont que partiellement remplis, avec environ 200 membres d'équipage paniqués et très peu de passagers. D'autres navires aident, mais plus d'1 millier de personnes restent piégées sur l'Andrea Doria. Ils ont besoin de plus d'aide.
Le paquebot de la compagnie française, le SS Île-de-France, se trouve à 44 milles nautiques à l'est. Avec ses 241 mètres de long et une capacité totale de plus de 2500 personnes, ce grand paquebot de luxe dispose de suffisamment de canaux de sauvetage pour sauver les passagers et l'équipage à bord de l'Andrea Doria. De plus, il a la capacité d'accueillir tous les survivants à bord. L'Île-de-France est sous le commandement du capitaine Raoul de Baudin, qui a servi sur ce paquebot français pendant 35 ans. Le navire fait route vers l'est, de New York vers son port d'attache du Havre, en France. Au début, Baudin décide de ne pas se diriger directement vers les lieux. Il pense qu'un navire moderne comme l'Andrea Doria a peu de chances d'être réellement en danger de couler. Il souhaite aussi éviter de changer de cap, car il devrait alors retourner à New York pour refaire le plein, ce qui retarderait le voyage. Néanmoins, il suit la loi maritime et tente de contacter l'Andrea Doria par radio. Au début, il n'arrive pas à établir le contact. Puis, il parvient à joindre les autres navires et leur capitaine lui assure que la vie de plus d'1 millier de personnes est en danger. Le capitaine Baudin ordonne aussitôt à son navire de faire demi-tour vers le site de la collision. Moins de 3 heures plus tard, l'Île-de-France approche de la zone. Le capitaine Baudin ordonne d'allumer toutes les lumières extérieures de l'Île-de-France. Le navire illuminé est un grand soulagement pour tous ceux piégés à bord de l'Andrea Doria. Le capitaine Baudin positionne son navire du côté tribord de l'Andrea Doria pour offrir un abri contre le vent et les vagues. L'Île-de-France parvient à sauver la majorité des passagers restant de l'Andrea Doria en faisant la navette avec 10 canaux de sauvetage entre les deux navires. Au total, 1663 passagers et membres d'équipage sont sauvés de l'Andrea Doria. Un homme a dormi pendant l'événement et s'est réveillé juste à temps pour être sauvé. Le Stockholm, gravement endommagé, prend à son bord un total de 545 survivants, dont 234 membres d'équipage de l'Andrea Doria qui ont quitté leur navire avant les passagers. 129 survivants sont secourus par le Cape Ann, 159 par le Private William H. Thomas de la marine américaine, et 77 par l'USS Edward H. Allen, dont le capitaine Calamé et ses officiers. L'équipage de la passerelle de l'Andrea Doria parvient à maintenir le calme à bord tout en menant un sauvetage exigeant de pratiquement tous les passagers du navire. Les officiers quittent le navire en dernier. Le capitaine Calamé tente d'abord de rester sur le navire, déterminé à couler avec lui, mais son équipage le convainc de ne pas le faire. Au total, 46 passagers et membres d'équipage de l'Andrea Doria ont perdu la vie dans la catastrophe. 43 personnes meurent dans la collision, 3 autres lors du sauvetage. Parmi les 3 personnes tuées pendant le sauvetage, une jeune fille est blessée à la tête lorsque son père paniqué la laisse tomber dans un canot de sauvetage. 5 membres d'équipage à l'avant du Stockholm sont aussi morts lors de la collision. Parmi les 1663 survivants de l'Andrea Doria se trouve une jeune fille de 14 ans, Linda Morgan, qui deviendra connue sous le nom de la fille du miracle. Linda dort avec sa demi-sœur dans leur cabine, qui se trouve dans la zone d'impact du Stockholm, sous la passerelle de l'Andrea Doria. Lors de la collision des navires, sa demi-sœur meurt. Son beau-père, dans la cabine voisine, est tué et sa mère est grièvement blessée. Linda est projetée hors de sa couchette et atterrit saine et sauve sur le pont avant du Stockholm. Un membre de l'équipage la retrouve en l'entendant appeler sa mère. Un membre d'équipage hispanophone peut faire la traduction. J'étais sur l'Andrea Doria. Où suis-je maintenant ? À 9h45 le jeudi 26 juillet 1956, un peu plus de 10 heures après la collision, l'Andrea Doria commence enfin à couler. Le navire a été entièrement évacué. À 10 heures, le côté tribord du navire commence à s'enfoncer dans l'océan. La proue glisse ensuite sous l'eau. La poupe se soulève, rendant visible l'hélice bâbord et l'arbre. Lorsque le côté bâbord passe sous la ligne de flottaison, certains canaux de sauvetage inutilisés se détachent de leur bossoir et flottent à l'envers, alignés. Le navire coule à 10h09 après avoir dérivé sur près de 1,6 milles nautiques depuis le point de collision. Les 43 personnes tuées sur l'Andrea Doria lors de la collision restent ensevelies dans le navire lorsqu'il coule. Après le naufrage de l'Andrea Doria, plusieurs mois d'enquête sont menés pour déterminer la cause de la collision entre les deux navires. Les officiers des deux camps donnent leur version de l'accident. D'autres preuves doivent être présentées lorsque les compagnies maritimes italiennes et suédo-américaines concluent un accord à l'amiable. Chaque compagnie maritime gère ses propres dommages.
Les dommages de la compagnie suédo-américaine sont évalués à 2 millions de dollars, tandis que la compagnie italienne subit la perte de la valeur totale de l'Andrea Doria, estimée à 30 millions de dollars. Les deux compagnies maritimes contribuant à un fonds pour soutenir les familles des victimes. Le brouillard épais est cité comme la principale cause de la catastrophe, mais des questions demeurent sur les décisions des deux équipages. Une question importante qui se pose est de savoir si quelqu'un ment à propos de sa version des faits. L'Andrea Doria prévoit un croisement tribord sur tribord, tandis que Carstens sur le Stockholm s'attend à un croisement bâbord sur bâbord. Carstens dit qu'il a vu l'Andrea Doria sur son bâbord, ce qui semble ne pas avoir de sens. Nous ne comprendrons probablement jamais exactement ce qui s'est passé, mais voici mon interprétation. Le Stockholm fait route vers l'est dans un chenal considéré comme allant vers l'ouest. Cela n'alarme pas le capitaine Calamé sur l'Andrea Doria. Il s'attend simplement à ce que le Stockholm garde son cap et qu'ils se croisent tribord contre tribord avec presque 1000 entre eux. Ils ralentissent à peine. Carstens sur le Stockholm n'est pas aussi expérimenté et décide de suivre une convention maritime pour passer bâbord contre bâbord, même s'ils ne sont pas sur une trajectoire de collision. Ils ne voient pas le brouillard. Chaque navire effectue alors des corrections de cap pour s'assurer que leurs attentes sont respectées. Aucun des deux navires ne prend contact pour coordonner leur trajectoire. Ils supposent simplement que ce qu'ils attendent va réellement se produire. Le père d'un de mes amis était commandant dans la marine. Il nous disait que l'on obtient ce que l'on inspecte, pas ce que l'on attend. Le Stockholm prévoit un passage bâbord contre bâbord et ajuste légèrement son cap à droite pour garantir cette trajectoire. L'Andrea Doria s'attend à passer tribord contre tribord, alors il continue de virer progressivement à gauche pour s'assurer de passer tribord contre tribord. Il tourne simplement sur la trajectoire de l'autre. Lorsqu'ils regardent le radar, ils peuvent voir le point sur l'écran, ce qui confirme que le navire est du côté qu'ils attendent. Et chaque fois qu'ils modifient leur trajectoire, cela maintient le navire de ce côté-là. Le brouillard est si épais qu'ils ne peuvent pas voir les feux de l'autre, ce qui leur donnerait plus d'informations sur le côté du navire qu'ils peuvent réellement voir. Si l'un ou l'autre des navires avait effectué un changement de direction évident pour indiquer ses intentions dès le début, cela aurait aidé l'autre navire à planifier sa trajectoire. Ou peut-être que le simple fait de prendre la radio pour entrer en contact avec l'autre navire aurait permis d'éviter la collision. Au moins, les officiers de l'Andrea Doria ont agi honorablement et sont restés à bord pour assurer l'évacuation du navire, ce qui est plus que ce que je peux dire des officiers de l'Océanos. Je vais laisser un lien vers cette vidéo ici.